enregistré, y compris d'ailleurs la partie des questions et des réponses, et puis que vous la retrouverez après sur le site unit.ch Open Science. Je pense que nous ferons également une actualité sur le site Eureka, le site de la recherche en faculté des lettres, où vous retrouverez donc le lien sur la présentation enregistrée. Pour des raisons techniques, nous vous demandons également de couper les micros et les caméras lors de la présentation. Cela pour éviter de surcharger le système. Bien sûr que caméra et micros seront réactivés lors des questions. Et puis, finalement, pour les questions-réponses, alors il y aura une partie, bien sûr, de questions-réponses, mais peuvent être également posées en direct par le chat, en fin de présentation, bien sûr, ou encore par courriel, si vous le souhaitez, pour des demandes individuelles spécifiques. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole directement à Gérard Bagnoux, en fait, pour la première partie, la stratégie donc Open Science de l'UNIL et son plan d'action 2019-2021. Nous y sommes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe pour cette introduction. Donc l'agenda de la séance d'aujourd'hui, vous l'avez déjà eu par Philippe. Donc je vais passer sur cette slide. Si j'ai là le contrôle, voilà. Donc je vous parlerai assez brièvement parce que ce qui est intéressant, ce sera surtout mes collègues en matière d'open access et d'open research data qui feront le point, mais je vous parlerai brièvement de la stratégie open science de l'UNIL et de son plan d'action. Comme vous le savez sans doute maintenant, puisque la stratégie a été validée en décembre 2019 par la direction, on oriente notre intervention sur 5 axes prioritaires. Le premier étant la gouvernance, le deuxième l'organisation, les infrastructures, pour le troisième la formation, le conseil, soutien, pour le quatrième, et puis ce qu'on a nommé comme nouvelle culture et communication pour le cinquième, c'est tous les événements comme cet événement d'aujourd'hui qui traite des enjeux, des problématiques de l'open science de façon globale. Je vais revenir peut-être sur les différents points. L'idée au niveau de la gouvernance, c'est vraiment de développer des politiques, des stratégies. Donc, on a notre stratégie à l'Université de Lausanne. On est la seule université en Suisse pour l'instant à avoir une stratégie en matière d'open science et surtout, je dirais, surtout un plan d'action. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va concrètement aider notre communauté de chercheuses et de chercheurs à répondre aux défis de l'open science, étant entendu que pour l'open science, ce qu'on a mis en avant au niveau de l'université, c'est l'open access et l'open research data dans un premier temps. Et l'idée vraiment ici au niveau de la gouvernance, c'est de développer cette stratégie, d'avoir des politiques, des directives aussi. On en présentera deux, une en matière d'open access et l'autre en matière d'open research data. Et l'idée étant vraiment de soutenir et de donner des formations, un soutien aux différents chercheurs pour arriver à mieux à répondre à ces enjeux de l'open access ou de l'open data. Au niveau de l'organisation, on a une approche assez participative et inclusive des chercheurs. On travaille beaucoup avec les consultantes et consultants recherche. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de bottom-up, je dirais, pas que du top-down. Les structures administratives qui sont mises en place, l'idée, c'est d'être au plus près des besoins des différents chercheurs, des différentes communautés. Tout le monde n'est pas forcément au même niveau sur ces enjeux. Et l'idée, c'est vraiment de tenir compte aussi de cette temporalité ou de cette maturité par rapport à ces enjeux-là, qui ne sont pas forcément les mêmes au niveau de la FBM qu'au niveau de la faculté de lettres ou au niveau d'une autre faculté. Ensuite, les infrastructures, c'est important pour nous et puis pour la direction d'avoir aussi les moyens techniques qui soient fournis par l'université pour gérer, pour stocker. On verra les enjeux du stockage avec la DCSR après. Sécuriser, partager, archiver les informations scientifiques. On a l'outil que vous connaissez toutes et tous qui est Serval. On est en train de travailler maintenant sur un outil Suisse-UOB dont on dira quelques mots après, qui permettra de gérer, de stocker, de partager, d'archiver vos données dans le cadre de votre recherche. Le quatrième axe, donc, c'est les aspects de la formation. Alors là aussi, on a vraiment des formations qui sont mises en place par mes collègues, que ce soit au niveau de l'Open Access par Michaela ou Carmen Jean-Béanouk pour l'Open Research Data, qui sont à même de fournir des conseils, d'accompagner, d'autonomiser le plus possible les chercheuses et les chercheurs dans la gestion de leurs projets en matière d'open science. Puis enfin, cet aspect de la nouvelle culture communication, là,
L'enjeu, c'est de sensibiliser la communauté, le public, aux enjeux et aux opportunités de l'open science. Brièvement, la base de réflexion qui a permis de créer cette stratégie, ça a été mené en 2015. On a, avec ma collègue Carmen Jambé, mené une enquête auprès de l'ensemble des chercheuses et des chercheurs de l'université, qui a permis en fait de créer cette stratégie avec ces 5 axes d'intervention. Pour information, on va renouveler cette enquête en 2021, vraisemblablement en février ou mars 2021. Permettra de voir aussi quel a été le chemin parcouru depuis 2015, et puis aussi de réajuster aux besoins la stratégie et le plan d'action pour être, encore une fois, au plus près des besoins des chercheuses et des chercheurs. La pratique de l'open science, c'est pas forcément toujours bien établie dans les hautes écoles. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a aussi beaucoup de craintes. Et l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute pour faire un équilibre, je dirais, entre les avantages de l'open science, puis aussi entre un peu ces craintes pour arriver à trouver un équilibre qui puisse correspondre, encore une fois, aux spécificités des différents domaines de recherche et des différentes facultés de l'UNIL. Il y a beaucoup de questions méthodologiques qui sont soulevées, beaucoup de questions juridiques, éthiques. On parle de protection des données, beaucoup de questions aussi simplement pratiques. Et l'idée là, c'est pour nous en tout cas de vous accompagner et d'accompagner au mieux en collaboration avec vos consultantes ou consultants en recherche pour pouvoir répondre à ces différents enjeux, à ces défis de l'open science. Je terminerai enfin en précisant qu'il y a une stratégie nationale en matière d'open research data qui est en train d'être élaborée par Swiss Universities. Il existe déjà une stratégie nationale en matière d'open access et la stratégie nationale en matière d'open research data est attendue pour 2022. Avec ma collègue Carmen, on a été interrogé, enfin on fait partie des panels d'experts qui sont en train actuellement d'élaborer en tout cas de collaborer à l'élaboration de cette stratégie nationale. Dès qu'il y aura des nouvelles par rapport à ça, bien sûr, vous serez tenus au courant. Sachant encore qu'il existe 2 flyers qui ont été faits en français et en anglais sur la vision de l'open science à l'Université de Lausanne et les spécificités de cette vision et les prestations qui sont offertes aussi à nos chercheurs. Vous aurez à travers la présentation les liens vers ces différents flyers. Sachez aussi que débute aujourd'hui, je n'ai pas été voir, mais j'imagine que la première actu est sortie, le fameux calendrier qui avait été mis en place par Michaela il y a quelques années déjà. Ce calendrier de l'Avent sur des événements, sur des choses en lien avec l'Open Science à l'Université de Lausanne. C'est assez sympa, ça vous permet chaque jour d'avoir une petite news, une petite info sur ces enjeux-là. Alors voilà, je vais passer la parole à ma collègue Michaela pour la partie Open Access. Merci Gérard. Je reprends la main donc de la présentation. Je vais vous parler des nouveautés en ce qui concerne l'Open Access et notamment au premier sur la directive Open Access qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2020 après avoir été approuvée le 17 mars de cette année. Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ce n'était pas le moment idéal pour mettre des contraintes additionnelles aux chercheurs. Donc, on a décidé d'attendre. Et la directive est donc maintenant en vigueur et vous êtes tous et toutes tenus de la respecter. Donc, pour la respecter, on peut simplifier la chose parce que si vous allez lire la directive complète, c'est assez lourd, c'est un texte juridique. Et donc, pour la résumer et la simplifier, on peut être en accord avec cette directive en faisant 3 étapes. Donc, c'est l'étape... Attendez, voilà. L'étape de saisie de vos publications dans Serval, l'étape du dépôt et l'étape du partage. Donc, ceci se fait évidemment avec le soutien de Serval. Donc, on s'appuie énormément sur Serval pour pouvoir accomplir, disons, cette directive. Et maintenant, je vais vous présenter à qui s'applique cette directive, à quoi s'applique cette directive, quand est-ce qu'elle s'applique et comment est-ce qu'on peut la respecter. Mais tout en premier,
j'aimerais souligner que cette directive n'est pas un moyen de restreindre vos choix de publication en termes de format, de timing ou d'éditeur, parce qu'il y a toujours un moyen de concilier la publication en libre accès et le meilleur forum possible. Donc, dans la plupart des cas, vous choisissez votre éditeur, votre maison d'édition, votre format de publication, et après, on peut aller trouver une voie pour essayer de combler, disons, de respecter cette directive ou d'autres obligations open access que vous pouvez avoir, par exemple, de la part de votre bailleur de fonds. Donc, cette directive s'applique à toute personne au sein de la communauté de l'UNIL qui est auteur d'une publication scientifique. Ça peut être des doctorants, des profs, des postdocs, peu importe. Et elle s'applique principalement aux extraits de publication, c'est-à-dire aux articles et aux extraits de livres. Donc, à partir de maintenant, je parle de publication, je fais référence à ces deux types de publications et non pas à tout le reste de publications que vous pouvez générer dans le cadre de vos recherches, par exemple les livres complets, les thèses, les monographies, les présentations de conférences, posters, les rapports et working papers, les thèses de master ou les articles de presse. Tout ce type de publication est optionnel. Donc, vous pouvez suivre ou pas la directive pour ces publications en vert, mais pour les publications en bleu, c'est obligatoire. Et ceci découle juste simplement d'une contrainte légale et du fait que sur Serval, l'état de visibilité le plus restreint est celui-là restreint UNIL, c'est-à-dire que toutes les personnes authentifiées de l'UNIL peuvent y avoir accès. Et en raison de cela, on ne peut qu'obliger le dépôt des extraits d'œuvres en raison de l'exception d'usage privé de la loi de droit d'auteur. Donc, à partir de maintenant, quand je parle de publication, je fais référence aux articles et aux extraits de livres. Quant à quand et comment, donc je divise en 3 étapes. Tout d'abord, il y a la création de notice. Je vais rentrer plus en détail dans chaque étape. Ensuite, vous déposez le PDF. Et troisièmement, vous partagez la publication. Je veux bien souligner que c'est 2 étapes différentes. Le dépôt d'un PDF n'équivaut pas au partage en open access. C'est vraiment 2 étapes distinctes. Et bien que les 2 premières, celle de la création de la notice et le dépôt de la publication, sont obligatoires, la troisième, le partage, est fortement recommandé évidemment, mais on va le faire aussi ouvertement que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, pour la première étape de la création de la notice, comme j'ai dit, elle est obligatoire. Et puis, il s'agit de la création d'une notice avec les données bibliographiques de votre publication, c'est-à-dire les métadonnées. Il faut bien lier les auteurs, tous les auteurs et les unités UNILCHUF afin que leur liste de publication soit le plus complète possible. Et il faut le faire au plus tard au moment de la publication publication. Il faut savoir que les auteurs peuvent modifier à tout moment ces métadonnées. Donc, si vous saisissez une notice lorsque votre publication est encore à l'état sous presse, donc il n'y a pas de problème parce que vous pouvez revenir après et corriger les métadonnées par la suite. En ce qui concerne le dépôt du PDF, il est aussi obligatoire. Par contre, la version et les restrictions d'accès sont déterminées par le détenteur du droit d'auteur que dans la plupart des cas, si ce n'est pas un article ou un livre en open access, ça sera la maison d'édition qui va déterminer les conditions d'auto-archivage de votre manuscrit. Toutes les personnes, toute la communauté UNIL a accès à ce PDF, comme j'ai dit avant. Mais après, il faut faire vraiment attention parce qu'une fois que le PDF est déposé et la notice publiée, tant que la notice est à l'état brouillon, ça va. Mais lorsque vous publiez la notice avec un PDF, ce PDF devient un principe figé dans la notice. Donc, on peut difficilement le modifier, l'éliminer. C'est pour des raisons d'archivage et de pérennisation. Donc, il y a juste quelques cas de figure où l'on est vraiment autorisé à faire cette manipulation. Donc, essayez vraiment d'être sûr que c'est la bonne version au moment de la publication de la notice. En ce qui concerne l'open access, donc, comme j'ai dit, l'UNIL l'encourage fortement. Par contre, il y a certains bailleurs de fonds, la plupart d'ailleurs, qui le demandent. C'est une obligation quand on reçoit de fonds de ces bailleurs de fonds. Toutes les modalités sont acceptées, les modalités immédiates comme le Gold, le Platinum, l'Hybride et les différés comme le Green. Et évidemment, l'accès est public à tout et chacun.
Donc, je vous montre juste rapidement pour vous rappeler les différentes voies. Vous avez là ici un chemin de la publication, le processus de publication typique. Là, on parle d'un article, mais ça s'applique aussi à un livre. Donc, vous soumettez votre manuscrit qui est le préprint, pré-peer review, avant l'évaluation, qui est après évalué. Ensuite, ce manuscrit devient le post-print ou le manuscrit accepté, qui est celui-là qui est souvent permis d'être déposé dans Serval. Et ensuite, il y a la mise en page et vous arrivez à la version publiée de votre publication. C'est la voie classique et elle est à l'accès fermé. Donc, il faut être souscrit ou acheter le livre. La même procédure, mais avec une revue ou une maison d'édition qui publie des livres en open access, vous payez parfois des APC lors de la mise en page après l'acceptation de l'article. Et vous arrivez à une version publiée qui est immédiatement disponible en open access sous une licence Creative Commons normalement. Et donc, celle-ci est la voie dorée. La voie verte est celle où l'on auto-archive une version du manuscrit qui peut être le post-print ou la version publiée dans Serval qui reste fermée pendant une période d'embargo après laquelle le manuscrit devient ouvert automatiquement dans Serval et cette version-là est librement partagée. Donc, ça, c'est la voie verte. Il y a encore la dernière qui est l'hybride, où l'on paye pour ouvrir juste un article ou même juste un chapitre dans un livre. Et donc là, il y a des APC toujours. Ils sont souvent plus élevés que les APC purement gold. Et donc, ces frais-là, bien que cette voie-là soit acceptée, donc si vous le faites, c'est bien évidemment une voie qu'on accepte, mais on n'encourage pas du tout, on n'encourage pas à payer ces frais-là. Et le Fonds national, d'ailleurs, ne va pas rembourser ces frais. Par contre, ce qui n'est pas de l'open access, c'est le partage de liens dans des plateformes de partage ou Academia ou ResearchGate ou même votre site web. Donc voilà, il faut vraiment suivre une de ces voies que j'ai présentées avant. Vous êtes responsable du contenu que vous appartient et donc il faut veiller à qu'il soit d'actualité. Nous, on envoie régulièrement des petits rappels s'il y a des notices qui sont toujours à l'état brouillon ou qui sont à l'état sous presse, par exemple, pour vous aider à garder vos listes à jour. Et pour ce qui concerne les publications antérieures, les auteurs peuvent créer des notices et bien que ça ne soit pas obligatoire, ils peuvent déposer aussi leur PDF. Par contre, en ce qui concerne vos bailleurs de fonds, vous devez vous conformer prioritairement aux exigences de ce bailleur de fonds en termes de libre accès. Donc, si le Fonds national vous demande d'ouvrir par la voie verte après 6 mois, donc vous devez vous conformer à ce mandat-là. Par contre, quelle que soit votre source de financement, il est obligatoire de se conformer aux 2 premières étapes, comme j'ai dit au début. Il y a un site web, une page ressources dans notre site web Open Access qui vous explique voilà, les détails de la directive, qui vous dit à peu près ce que je viens de vous dire. Il y a aussi une vidéo, c'est en français et en anglais aussi. Donc, vous trouverez là tous les détails et évidemment, vous pouvez nous poser des questions si besoin. En ce qui concerne les licences avec les maisons d'édition, il faut savoir que 2020 a été la première année où l'on a eu des contrats avec les grandes maisons d'édition pour pouvoir combiner la lecture et la publication dans la même licence. Donc, ça s'applique surtout aux revues. Donc, c'est moins, disons, pas adapté, mais il y a moins d'incidence dans votre faculté. Mais quand même, nous soutenons donc la voie verte avec Serval et aussi avec des Gruyter, on a une licence qui permet le dépôt de la version publiée au moment de la publication. Donc, vous pouvez faire de la voie verte avec la version publiée avec 0 embargo dans les revues des Gruyter. Pour le Gold Open Access, on a des subsides totaux des APC avec Cogitatio, Annual Reviews, Karger, Elsevier et Springer Nature et un subside partiel avec BMC et MDPI, mais ça ne s'applique pas à la faculté de lettres. Par contre, on aura plusieurs nouvelles licences Read and Publish en 2021 et je vais vous les mentionner tout de suite. Si vous allez dans le site web juste au-dessous de la directive, il y a aussi une page dédiée au soutien à la publication où je garde toujours à jour toutes les licences et les accords que nous avons avec les maisons d'édition. Ça, c'est exclusivement pour les articles. Donc, si vous allez publier dans un article et puis que la maison d'édition de la revue est
l'une de celles avec lesquelles on a des licences, donc vous pouvez en profiter. J'aimerais juste parler très vite du Read and Publish avec Elsevier. Il s'agit d'une licence qui permet la publication gratuite dans une liste de revues Gold et hybrides d'Elsevier, qui est là, vous pouvez cliquer et voir quelle est la liste. Mais par contre, il faut que l'auteur de correspondance soit une ILCHUV, rattaché à une ILCHUV, et puis que les articles aient été soumis après le 1er janvier 2020. On a des quotas que pour Elsevier et pour Springer, des quotas que si on les épuise, si on épuise les APC, donc on pourrait perdre cette opportunité plutôt vers la fin de l'année. Pour Springer Nature, c'est la même chose, sauf que c'est les articles acceptés après le 1er juillet. Et ceci-là, avec Springer, on est vraiment très, très près d'arriver au quota de 690 en 2020. Donc, c'est possible que pendant la deuxième semaine de décembre, on n'aura plus cette opportunité. Donc, comme je disais, il y aura 3 nouvelles licences au minimum. Et puis, très probablement, ce n'est pas encore signé, mais c'est très probable, avec Taylor & Francis, avec Sage et avec Cambridge University Press. D'autres ressources Open Access, donc vous avez le cours Moodle, un libre accès et à faire à votre rythme. C'est vraiment pour connaître les bases, les fondamentaux et puis des notions aussi de copyright et pour utiliser Serval, évidemment. Vous avez aussi Papago pour les revues, évidemment, mais même pour les livres. Donc, Papago vous dit aussi, vous donne des astuces et des indices pour les livres, pour les chapitres. Donc, en gros, vous devez répondre à 3, 4, 5 questions qui vous posera ce perroquet. Et puis, vous recevrez des fiches qui sont vraiment ciblées à votre cas particulier, notamment quant à vos obligations, vos droits et vos possibilités de financement. Et il faut savoir que depuis la semaine passée, il reconnaît aussi les licences Read and Publish. Donc, si votre revue est comprise, vous allez voir une ligne dans la partie de financement. Et pour finir, il y a ce FNS OA Check qui s'applique aussi surtout aux articles. Mais si vous allez dedans, vous vous trouvez vous-même comme auteur, vous allez recevoir aussi un rapport comme ça qui est fait que pour les articles. Donc, les actes de conférence, même pas, je pense qu'ils n'ont même pas inclus. Et qui vous disent quel est le statut Open Access de vos publications. Et donc, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez agir sur la colonne noire qui est la colonne fermée. En regardant, parce que la deuxième page vous montre quelles sont les publications qui sont fermées, en regardant quels sont les PDF qui vous manquent dans Serval, vous pouvez les déposer, les ouvrir, et comme ça, cette colonne diminuera avec le temps. Donc, je passe maintenant la parole à Carmen, qui Oui. Merci, Michaela. Pourra vous parler de l'open data. Très bien. Voilà, j'ai le contrôle. Merci, Michaela, et bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous parler des nouveautés en matière de gestion des données de recherche et d'ouverture des données de recherche, donc Open Data. Et principalement, je vais commencer avec la directive 4.5, qui est la directive sur le traitement et la gestion des données de recherche. Elle a été adoptée l'année dernière par la direction et en fait, elle se voulait une réponse aux besoins croissants des chercheuses et chercheurs, mais aussi des facultés en matière de stockage des données et infrastructures nécessaires pour le stockage ou le calcul à haute performance. Donc, il s'agissait de donner à la fois une réponse en termes de directive, mais également de fournir un certain nombre de règles de gestion des données en plus. Donc, je vous ai mis le lien vers cette directive que je vous encourage à aller consulter. Un élément important, il faut préciser ici, c'est que cette directive s'applique surtout aux questions de stockage, d'archivage, de pérennisation, conservation à long terme des données de recherche. Elle fixe effectivement des règles de gestion, également les rôles et responsabilités des parties prenantes impliquées, donc les chercheuses et chercheurs évidemment, les services centraux, la direction également. Elle définit également des principes de tarification lorsqu'un certain seuil de volumétrie de stockage, par exemple, est dépassé.
Et ce sera peut-être plutôt les collègues de la DCSR qui pourront préciser ces éléments-là de stockage, infrastructure, éventuellement tarification. Cette directive s'applique à l'ensemble des personnes qui sollicitent et utilisent les ressources de la division calcul et soutien à la recherche, indépendamment de leur rattachement contractuel. Bien évidemment qu'on conseille fortement à toutes les personnes qui n'utilisent pas les ressources de la division calcul et soutien à la recherche de quand même appliquer les recommandations et règles générales de bonne pratique des gestions des données de recherche. Là aussi, un élément important de cette directive, c'est qu'elle clarifie bien la question de ce que sont les données de recherche et ce que ne sont pas considérées comme données de recherche. Donc, typiquement, les données hors recherche sont par exemple les données de type administrative ou budgétaire, RH, des données aussi liées à vos enseignements ou à d'autres activités de communication, valorisation de la recherche, publication. Par contre, les données de recherche, là, sont assez bien définies. Donc, à l'université, on considère que ce sont à la fois les données primaires sur lesquelles que vous allez collecter et sur lesquelles vous allez vous baser. Donc, ce sont des données à la fois existantes, qui sont soit produites par vous-même dans le cadre de précédents projets ou qui sont fournies par des tiers, et à la fois les nouvelles données, donc toutes les nouvelles données que vous allez vous-même produire dans le cadre du projet de recherche. Donc voilà, il y a à la fois les données collectées, données produites. Un élément important également qu'il s'agissait de clarifier, c'est la question de la propriété des données de recherche. Souvent, cette question n'est pas très claire. Donc là, la directive précise que, en application de l'article 70 de la loi sur l'Université de Lausanne, les données de recherche qui sont collectées ou créées dans le cadre de recherche financées par l'UNIL ou par des fonds publics comme par exemple le FNS sont propriété de l'UNIL. Néanmoins, la question des droits patrimoniaux, des droits d'auteur ne fait pas partie de cette notion-là de propriété. Donc, bien évidemment que vous serez considéré comme autrice, auteur, créatrice ou créateur des données que vous allez collecter ou produire surtout produire durant le cadre du projet de recherche. Voilà, c'est une question souvent qui n'est pas très claire, qu'il s'agissait de préciser également dans cette directive. Un autre élément important, c'est la question de la gestion de ces données tout au long de leur cycle de vie et tout au long du projet de recherche de manière générale. Donc, l'idée, c'était de pouvoir émettre un certain nombre de recommandations, de pouvoir gérer les données avant même qu'elles soient collectées ou produites via le plan de gestion des données ou data management plan que j'évoquerai un petit peu plus tard, pendant le projet de recherche également, et à la fin du projet de recherche avec les questions d'ouverture, partage des données. Là, il s'agit effectivement de assez logiquement se conformer à la législation en vigueur et aux directives en place, mais également pouvoir inclure la vision plus générale, disons, qui est aussi défendue par la plupart des bailleurs de fonds publics et autres institutions, organismes de recherche, qui est celle de l'ouverture des données, donc Open Research Data, ou la conformité aux principes FAIR, qui sont les principes standards internationaux qui facilitent la réutilisation finale des données de recherche, donc en rendant les données findable, faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Ce sont deux notions qui sont également défendues par les bailleurs de fonds publics, le FNS, donc l'UNIL s'inscrit dans cette même vision-là. Et certaines et certains d'entre vous avaient certainement déjà dû faire un plan de gestion des données de recherche ou data management plan pour le FNS. Là, l'idée de l'université, c'est la même chose. Donc, toutes les personnes qui utilisent ou qui font une demande auprès de la DCSR pour un espace de stockage ou qui utilisent les ressources fournies par la DCSR doivent fournir un data management plan, donc
si un DMP a déjà été fait, par exemple, pour un projet FNS, il s'agira juste de fournir ce DMP-là. Mais si aucun DMP n'a été fait, il faudra en faire un. Et je vous présenterai après l'outil que ma collègue Anouk Santos et moi-même avons développé pour vous aider à rédiger ce DMP. Voilà, l'idée, c'est d'avoir ce document-là qui décrira un certain nombre d'éléments sur comment les données seront gérées tout au long du projet de recherche qui accompagne les demandes auprès de la DCSR. De même que le DMP qui est exigé par le FNS, là on suit à peu près la même logique aussi que le FNS pour la question de l'archivage des données et de leur ouverture à la fin du projet de recherche. Donc là aussi, les exigences sont de pouvoir déposer des données dans un dépôt non commercial, idéalement conforme au principe FAIR, sauf évidemment sous réserve d'autres exigences ou disons d'impossibilités assez évidentes de partage des données, comme par exemple la confidentialité des données ou des contrats qui ne vous permettraient pas de partager des données. Voilà, donc c'est l'idée d'avoir une ouverture comme le dit la Commission européenne, aussi ouverte que possible, mais aussi fermée que nécessaire, une ouverture raisonnée des données et leur pérennisation à long terme. La question du dépôt est souvent difficile à l'UNIL parce que nous n'avons pas, contrairement aux publications, un dépôt pour les données de recherche. Donc, on a Serval pour les publications, mais on n'a pas de dépôt UNIL pour les données de recherche. Donc, il existe un certain nombre de dépôts internationaux ou disciplinaires nationaux que vous avez peut-être déjà utilisés ou sollicités. Par exemple, je pense en lettres peut-être le DASH, l'équipe de la Platec. Mais sachez que dès l'année prochaine, il y aura le dépôt suisse UBase, qui est en fait un projet national auquel l'UNIL est associé. Et ce projet est financé par Swiss Universities, FORCE, qui est le centre de compétences nationales en sciences sociales et associé à ce projet, l'Université de Zurich aussi, DASH, justement, Data Service and Center for the Humanities, et Switch participe à ce projet de dépôt national pour la pérennisation des données de recherche, mais également une plateforme qui soit un outil d'information sur les différents projets de recherche menés actuellement. Et puis ce dépôt se veut comme une solution interdisciplinaire adaptable aux différentes disciplines scientifiques, c'est-à-dire que notamment au niveau des métadonnées descriptives des données ou des sets de données, certaines disciplines utilisent des standards spécifiques qui seront intégrés dans ce dépôt-là. Donc, je vous invite aussi à aller voir la documentation. Là, l'idée, c'est d'avoir effectivement, pour, par exemple, les productrices et producteurs de données, un environnement numérique dans lequel vous pouvez documenter le projet de recherche que vous menez, les questions d'équipe, de collaboration, de données qui sont utilisées, collectées, traitées, produites durant le projet, et puis à la fin du projet de recherche, d'avoir la possibilité d'archiver ou de définir des droits d'accès à certaines données, tout en étant dans un environnement qui respecte justement un certain nombre de standards internationaux comme les principes FAIR, les principes d'archivage pérenne, les principes aussi généraux d'interopérabilité entre les systèmes. Et l'idée, c'est d'avoir autour de cet environnement dépôt numérique, enfin environnement numérique de dépôt de données de recherche, un certain nombre de services associés pour vous aider à typiquement gérer les données durant le projet ou déposer les sets de données durant le projet, définir un certain nombre de droits d'accès, de visibilité des données, choisir différents standards de citation, ce genre de choses-là.
Donc voilà, là c'est normalement dès l'année prochaine que nous aurons ce dépôt-là qui sera recommandé par l'université. Alors évidemment que ce sera la solution recommandée dans le cas où il n'y a pas un autre dépôt plus logique pour vous, c'est-à-dire qu'il y a certains dépôts disciplinaires qui correspondent très bien, par exemple, à vos données ou à vos projets de recherche. L'UNI ne va pas vous interdire d'utiliser, par exemple, le dépôt Dash ou un autre dépôt, mais dans le cas où il n'existe pas de dépôt spécifique à votre discipline ou à la typologie de vos données, ce sera plutôt vers Swiss UBase qu'il faudra s'orienter. Rapidement, je vais passer sur les projets que l'on développe actuellement. Donc, on travaille sur l'élaboration de modules d'auto-formation en ligne. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre d'avoir accessible différents modules de formation sur des sujets différents, que ce soit la question justement du DMP, la question de comment on organise ces données, comment on définit des règles de nommage des fichiers, comment ensuite on archive, on partage les données, comment se conformer aux exigences d'ouverture, ce genre de choses-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus, de pouvoir proposer différents types de formations, et on travaille aussi sur la mise en place d'un calendrier. On réfléchit à la question aussi des fréquences, voilà, bon, du présentiel ou pas, mais de cours qui reprennent en fait les mêmes sujets de bonnes pratiques de gestion des données de recherche, voilà, qui soient ouvertes à l'ensemble de la communauté de recherche à l'UNIL. Et la question de l'outil DMP Online fera partie de ces cours-là et modules de formation. Et maintenant, je vais rapidement vous présenter cet outil que l'on développe avec ma collègue Anouk Santos, qui sera lui aussi disponible dès janvier 2019 et qui est un outil qui vous permet de rédiger en ligne vos plans de gestion des données de recherche. Donc, c'est un peu un outil plus interactif, on va dire ça comme ça, qu'un document Word. L'idée, c'était de développer un modèle générique pour toute l'Université de Lausanne avec peut-être par le futur le développement de modèles facultaires ou disciplinaires. Par exemple, on pourrait imaginer un modèle, travailler avec la faculté des lettres pour avoir un modèle plutôt orienté, qui marche bien avec les questions spécifiques des humanités de manière générale. Et là, nous avons associé à ce travail les consultantes et consultants recherche, en l'occurrence David et Pika, pour pouvoir tester l'outil et justement peut-être par la suite travailler sur ces questions de modèles disciplinaires. Donc la plateforme ressemblera à ça, vous pouvez déjà aller sur le site. Donc il s'agira, vous pourrez vous loguer sur la plateforme avec vos comptes habituels de l'UNIL et une fois que vous serez connecté, vous tomberez sur votre tableau de bord avec les différents plans que vous aurez rédigés. Il sera possible de documenter lors de la création d'un plan. Là, je vous ai mis des captures d'écran. Il sera possible de documenter un certain nombre de détails liés au projet de recherche. Donc, typiquement, si vous aviez un projet FNS, vous pourriez également le faire ici, même si alors là, pour le coup, ce serait un peu compliqué ensuite pour faire du copier-coller dans MySNF, mais si vous avez un autre organisme de financement, vous pouvez très bien associer les numéros de financement, ce genre de choses. Vous pouvez évidemment donner toutes les informations liées aux équipes qui participent au projet de recherche, donc les chercheuses et chercheurs principaux et principaux, les autres membres de l'équipe associée. Et ensuite, au moment où vous allez rédiger votre plan, vous aurez la table des matières avec les différentes grandes catégories de questions auxquelles il s'agira de répondre. Et donc là, vous voyez, vous allez devoir, par exemple, préciser un certain nombre d'éléments liés à la description des données, quelles données seront collectées, produites, leur typologie, etc. La manière dont vous allez, tout au long du projet, les documenter, stocker, sauvegarder, partager, etc.
Il sera également possible, et ça c'est l'avantage de cet outil, c'est qu'au moment de la rédaction, il sera possible à la fois d'avoir de l'aide générale sur comment répondre à la question, mais également sur les bonnes pratiques en matière de, par exemple, stockage des données. Mais il est aussi également possible de pouvoir ajouter des commentaires dans le cas d'une écriture collaborative, par exemple à plusieurs, où vous pouvez ajouter des commentaires à vos collègues voilà, pour clarifier un certain nombre d'éléments ou travailler à plusieurs sur un certain nombre de choses. Il est aussi également possible de pouvoir choisir quelle sera la visibilité du plan, donc une visibilité privée seulement au niveau de l'organisation de l'UNIL ou une visibilité publique, plutôt à la fin du projet de recherche, et gérer justement les questions de collaboration interne pour la rédaction du DMP, donc qui peut accéder au DMP, qui peut le modifier, qui peut seulement avoir les droits de lecture, etc. Un élément utile aussi, c'est la question de pouvoir demander des feedbacks ou enfin, de relecture, directement en fait à nous, aussi aux consultants recherche de votre faculté. Voilà, au moment où vous avez un problème lors de la rédaction de ce DMP, vous pouvez demander relecture ou avant validation. Et puis, aussi quelque chose d'utile, c'est de pouvoir évidemment télécharger dans différents formats possibles le modèle, enfin votre plan de rédaction, de gestion des données, en différents modèles avec différentes mises en forme possibles. Voilà, de manière générale, vous retrouverez toutes les infos sur notre site. Et je vais maintenant céder ma parole à Roberto Fabretti de la DCSR, qui pourra vous présenter davantage les infrastructures et les services fournis aux chercheuses et chercheurs. Bonjour, merci de me recevoir pour me permettre de faire cette présentation. Alors, Roberto Fabretti, j'ai la chance de diriger la DCSR, la division de calcul et de soutien à la recherche. Et je vais essayer de batailler avec PowerPoint pour présenter ce truc. Voilà, est-ce que vous voyez bien mes slides? Ça joue. Parfait. Donc, les CSR, c'est la division de calcul et soutien à la recherche. J'aimerais mettre l'accent ici, non pas sur la partie calcul, mais surtout sur la partie soutien à la recherche. Parce que parmi les missions qui ont été attribuées à la DCSR, c'est de créer des ressources de calcul et de stockage centralisées à l'université, afin d'optimiser l'utilisation de ces ressources, mais aussi de fournir aux chercheurs de l'aide dans différents domaines pour faciliter de leur recherche. Donc, alors, évidemment, on couvre les parties du calcul à haute performance, mais on est aussi là pour la faculté de lettres, pour mettre en place des bases de données ou des applications web, ou vous aider à aborder des technologies un peu compliquées comme le machine learning, par la mise en place d'un certain nombre de cours ou de conseils personnalisés. En lettres, on connaît l'existence de différentes infrastructures et de soutien multi-projets, mais je considère que la DCSR est complémentaire à ces ressources et vous permet de mettre en place des infrastructures de recherche
en complément de ces ressources existantes. Alors, la DCSR est là pour offrir un soutien ponctuel au démarrage des projets. Malheureusement, le rectorat a établi très clairement ses missions et a très clairement spécifié qu'on ne pouvait pas faire de la maintenance à long terme de ces infrastructures. Mais bon, pour un début, quoi, nous, on est là. Et si ça peut vous aider, quoi, on peut vous donner un coup de main. Donc, l'organisation est la suivante. On a une partie soutien système avec Yoann Roche qui s'occupe du calcul à haute performance. Je m'occupe principalement du stockage et on a des administrateurs système qui sont sous-traités au CIB. Au niveau soutien applicatif, on a 2 personnes, Emmanuel Jeanvoine et Étienne Orlac. Au niveau machine learning et data science, donc organisation des données, analyse de données par différentes technologies, y compris machine learning, mais aussi statistiques et autres. Ça, on a Philippe Jacquet. Pour la mise en place de bases de données ou d'applications web, on a Thierry Lombardo. La structure est la suivante. On est piloté par un comité scientifique qui s'occupe des orientations stratégiques et de l'arbitrage pour l'accès aux ressources. Et il est en charge de faire de la publicité pour la DCSR, soit en interne, soit en externe, aux différentes entités partenaires. On a un comité exécutif qui s'applique à piloter la DCSR disons, au jour le jour pour implémenter les orientations stratégiques, d'harmoniser ces services en rapport des autres plateformes de l'UNIL, principalement au niveau de la facturation, et qui s'occupe du lien avec la direction. Donc pour le conseil, nous avons 2 personnes pour le calcul à haute performance, un data scientist et un full stack développeur pour le moment. Ces ressources sont directement accessibles par les facultés et elles sont à votre service. Alors, bon, ça c'est des slides qui parlent des ressources actuelles. On a donc 3 clusters, un cluster généraliste qui permet de faire du calcul parallèle, un cluster comprenant ce qu'on appelle des fat nodes pour faire des traitements sur des gros volumes de données. Chacun a un espace de stockage dédié. Et on a un stockage, un cluster et un stockage pour le traitement des données sensibles. Ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est ce qu'on appelle des VDI, des workstations virtuelles pour le traitement de données normales ou sensibles, qui fournissent des CPU puissants, du stockage rapide et des cartes graphiques pour le traitement de données pour le machine learning. Nous allons mettre en place un nouveau cluster qui sera disponible en 2021 et qui sera associé à un autre, un stockage plus récent et plus stable et plus performant. Ce cluster comprendra à la fois des processeurs, mais aussi ce qu'on appelle des GPU, des cartes graphiques. Et on peut fournir du stockage sécurisé haute performance pour le cryptage de données. Pour faire une demande de service, il faut aller sur le site suivant pour demander soit du calcul, soit du stockage pour le stockage de données de recherche. On a donc une interface web pour faire les demandes de ressources que je vais essayer de présenter ici. Je vais essayer de montrer comment on demande des ressources à la DCSR. Donc on arrive sur cette page. Il faut se connecter avec son login UNIL. Et à partir de là, on peut faire une nouvelle demande.
Cette interface est dédiée au PI, donc seulement un responsable de projet lui-même peut faire la demande. Donc on a les informations sur le projet. Le bailleur de fonds principal, donc si c'est l'UNIL, il n'y a pas besoin de faire d'autres renseignements. Par contre, si c'est le Fonds national, il faut donner l'identifiant Fonds national, la date de début et la date de clôture qui est pour le moment complètement indicative, et le niveau d'hébergement du projet. Il faut dire si ça comprend des données normales ou des données personnelles ou des données sensibles. Et ici, vous pouvez renseigner le Data Management Plan. Vous pouvez sélectionner le fichier qui sort de l'application du Data Management Plan ou donner la date à partir de laquelle vous aurez un Data Management Plan. Ensuite, vous pouvez indiquer si vous avez besoin de juste l'espace de stockage pour héberger vos données de recherche. Et vous avez d'autres options si vous souhaitez effectuer du calcul ou du calcul sur des données sensibles. Je vais juste montrer pour des questions de temps la partie stockage. Il suffit d'indiquer l'espace dont vous avez besoin en gigabytes et un espace sur le NAS vous sera créé. Ensuite, il suffit de confirmer et puis de soumettre la demande. Le premier terabyte est gratuit. Donc, le premier terabyte par PI est gratuit. Voilà, je vais continuer ma présentation. Donc, comment nous demander du soutien? Pour le moment, on a le mail helpdesk@unil.ch. Il faut mettre des CSR dans le sujet pour que ça nous soit directement attribué. Sinon, on a un wiki qui permet de comprendre, de mieux appréhender l'utilisation de nos systèmes. Alors, ce que je voudrais mettre en avant ici, c'est les services de conseil qu'on peut vous proposer. Donc, on peut vous aider à analyser les données sur les ressources UNIL. Comme j'en ai déjà parlé, ce qui est machine learning, mais aussi des questions plus générales par rapport à, disons, qu'est-ce que peut amener le machine learning, comment analyser les données, comment visualiser des données ou comment organiser les données pour pouvoir les traiter. On peut faire tout ça. On peut aussi vous aider à choisir les technologies qui seront les plus prometteuses et les mieux supportées à l'université pour vos projets. Parce que parmi tout ce qui est possible de faire, je pense que c'est mieux d'avoir un lien avec ce que fait déjà l'université pour pouvoir trouver, disons, de l'expertise et du soutien. Donc voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous remercie de m'avoir reçu et puis j'espère vous avoir aidé à comprendre ce que le CSR peut fournir comme service. Merci beaucoup. On peut donc donner la parole à Philippe, David et Yann pour présenter un peu ce qu'ils font à la faculté de lettres
et puis pour ouvrir aussi la partie de questions-réponses. Voilà, effectivement, merci beaucoup à Michaela, merci à tout le monde pour la présentation. Peut-être c'est vrai, juste demain, on ne va pas faire trop long parce que je pense que c'est intéressant que nous ayons suffisamment de temps pour les questions. Donc juste demain, pour présenter l'équipe de soutien de la recherche en faculté des lettres, vous nous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc je suis Philippe Bornet, je suis consultant recherche à la faculté. Je m'occupe principalement de la relecture des dossiers de recherche, de l'accompagnement dans le dépôt d'une requête, normalement, principalement, disons, vers le Fonds national. Et puis, j'ai mes collègues David Epica qui se charge quant à lui des DMP, donc qui oriente les chercheuses et les chercheurs dans la relecture et l'écriture en fait de ce Data Management Plan. Et puis mon collègue Yann Daoui qui nous a rejoint au semestre d'automne 2020 et qui reprend 20% de mon cahier des charges, en particulier dans la visibilisation de la recherche. Voilà. Donc, quant à moi, en fait, j'interviens pour l'open science, disons, peut-être à 3 différents niveaux qui concernent tous, donc la relecture, le contact très proche avec les dossiers des projets. Principalement, je dirais que peut-être j'ai un peu une vision un petit peu panoramique qui me permet de rediriger peut-être en direction des services, des solutions adéquates, de voir un petit peu ce qui est à faire et puis de regarder en fonction d'un projet particulier, en fonction des besoins particuliers, vers quel service ou vers quelle solution il serait intéressant de prendre des contacts peut-être. Je dirais que c'est la première chose, de faire ce lien, parce qu'il n'est pas toujours évident. On a beaucoup de solutions, donc c'est, je pense, important de faire le lien entre les besoins individuels spécifiques et les possibilités. Et de manière plus spécifique peut-être, eh bien, il y a toute une partie aussi de mon activité qui concerne eh bien, la publication des recherches. Nous avions d'ailleurs travaillé sur le dossier avec Michaela il y a un peu de temps, pour réfléchir en particulier donc, à la conciliation entre les besoins des chercheurs de notre faculté, c'est en particulier donc, les questions concernant la publication papier, le choix de petits éditeurs très spécifiques et qui conviennent bien à une discipline, ou encore la publication des images, ce genre de choses donc, qui posent bien sûr des problèmes particuliers en termes d'open access, mais pour lesquels on trouve généralement, on va dire, des solutions. Donc, concilier ces besoins-là avec, de l'autre côté, la politique de l'université en matière d'open access, et puis avec, bien sûr, aussi les demandes des bailleurs de fonds sur la publication. Voilà, donc il s'agit de réfléchir un petit peu à toute cette configuration-là et de trouver des solutions adaptées. Donc, par exemple, on peut trouver du financement pour des publications papier, mais ce n'est pas le Fonds national, et on peut articuler différentes possibilités en fait en fonction de besoins, de problèmes particuliers. Et puis finalement, je dirais le troisième volet sur lequel je peux intervenir, eh bien, ça concerne un peu la question des données par rapport aux enjeux éthiques, puisque je suis aussi membre de la commission facultaire d'éthique de la recherche. Et il s'agit là de réfléchir en fait aux meilleurs moyens d'articuler les éléments qui ressortent de la loi sur la protection des données et de la loi sur la recherche sur l'être humain, avec de l'autre côté les principes d'open science. Et donc cela, comme l'a bien montré Gérard Bagnaud dans sa présentation, peut impliquer effectivement des questions éthiques, des questions épistémologiques même, par exemple en sociolinguistique, où il s'agit de réfléchir à l'anonymisation des données et à leur conservation, qui peut porter préjudice peut-être soit à la recherche, soit aux personnes, si ce n'est pas anonymisé correctement, ou bien peut-être encore en histoire contemporaine même, avec des questions sur la préservation des données d'archives, qu'est-ce qu'on peut en faire, le copyright en fait, ou encore en littérature, est-ce qu'on a le droit de citer des grandes parties d'ouvrages, est-ce qu'on peut reproduire ces parties, les conserver ou pas. Donc il y a une réflexion à faire avec les chercheurs sur ces questions-là, en amont quand on discute en fait du contenu d'un projet. Voilà, mais toutes ces choses finalement sont peut-être exprimées aujourd'hui avec des mots un petit peu particuliers sur les données, mais concernent aussi le cœur, disons, de la recherche, des méthodes mises en œuvre, du corpus en fait sur lequel on travaille, et sur les questions qu'on aborde ensemble. Voilà, mais je laisse la parole peut-être à David pour nous parler de son activité comme soutien dans l'écriture des Data Management Plans. Oui, alors merci. Effectivement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps non plus. Juste rapidement pour vous rappeler que je suis toujours là, dans le sens que malgré, et heureusement qu'on a tous ces outils qui commencent à se mettre en place
pour standardiser un peu la procédure, mais je serai toujours avec vous pour, d'une part, vous accompagner dans la prise en main de ces outils, mais aussi dans la réflexion de ce qui concerne la notion de données en faculté de lettres. Hein, donc, on sait bien que chez nous, la notion de données est une notion assez vaste. Et donc, je serai toujours avec vous pour justement trouver la bonne définition et donc la bonne façon de le mettre dans un DMP. De plus, je peux dire que une autre facette de ma charge est celle de être à l'écoute de vos besoins pour que je puisse les faire remonter à la direction. Donc, Carmen et d'autres collaborateurs de la direction pour qu'on puisse toujours être voilà, adapter ces outils aussi à nos besoins de faculté, notamment dorénavant avec la mise en place de cet outil DMP online. Voilà, je vous demande aussi, quand on aura l'occasion d'en discuter individuellement, avec chacune et chacun, de me dire quelles sont les choses que vous voudriez voir dans cet outil. Voilà, ouvrir un peu cette discussion du point de vue aussi technique éventuellement pour que je puisse le refaire remonter. Au niveau de l'organisation, peut-être, Philippe, je vais juste ajouter le fait que pour éviter d'éparpiller et de ne plus savoir à qui s'adresser à un certain moment, on avait décidé depuis le départ, et puis ça marche assez bien, de faire que Philippe soit le guichet d'entrée, dans le sens que si vous avez un projet, je veux dire, si vous avez une question très spécifique au DMP, alors vous pouvez venir directement vers moi. En revanche, s'il s'agit d'un projet plus large où il y a justement de la relecture et entre autres un DMP, passez d'abord par Philippe et ensuite ce sera Philippe qui me contactera pour la première mise en contact. Et puis ensuite, évidemment, on n'aura pas besoin d'avoir toujours Philippe parmi nous, mais voilà. Est-ce que Philippe, tu veux ajouter encore des choses par rapport à ça ou des précisations? Non? Non, je crois que c'est très clair. Effectivement, je suis un peu, comme je disais, un peu la vision panoramique, donc je redirige un petit peu aussi en fonction des besoins identifiés. Voilà. Merci David. Alors, est-ce que Yann, peut-être tu nous dis 2 mots sur ton activité? Tout à fait, merci beaucoup Philippe. Donc, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, je suis responsable plus particulièrement de la visibilisation de la recherche, donc principalement par le biais du site Eureka. Et également, donc, je suis le coordinateur de la commission d'éthique de la recherche pour les lettres dont Philippe parlait tout à l'heure. Pour ce qui est de l'open science, donc on pourra se croiser, vous pouvez faire appel à moi si vous avez besoin d'aide pour ce qui est de la documentation de la plateforme Serval. Là, je peux aussi répondre aux premières de vos questions et également vous aider si vous souhaitez, si vous souhaitez faire des transferts de notices entre OrcID et Serval ou l'inverse. Donc voilà, c'est principalement à ce titre-là que vous pouvez me contacter pour ce qui est de l'open science. Parfait, merci beaucoup. Alors, Michaela, est-ce que c'est juste de dire que c'est à présent le moment de questions? Tout à fait, oui. À l'ensemble des intervenants, c'est bien cela, hein? Oui, oui, oui. Donc, on peut ouvrir la partie de questions-réponses. Je vois que dans le chat, il n'y a pas eu de réaction, sauf erreur de ma part, non? Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, vous pouvez juste allumer vos caméras et vos micros. Ah, il y a Jennifer Ruimi. Oui, voilà. Oui.
Merci beaucoup à vous tous pour ces interventions lumineuses. Je vous pose une question pour un cas un peu particulier, le mien. Je suis chercheuse FNS dans le programme de Valentina Ponzetto et mon contrat s'achève en août 2021. Si je mets mes documents, mes articles sur Serval, est-ce que je pourrais y avoir accès une fois que je ne serai plus à l'UNIL? Ça dépend de comment vous partagez. Disons, si vous le mettez à l'état restreint UNIL, vous aurez plus accès une fois que vous aurez plus d'identifiant. Par contre, si c'est disponible open access, donc à l'état public, visibilité publique, voilà, oui, il y a tout le monde qui peut y accéder. Et pour la modification, vous avez dit qu'on pouvait modifier les métadonnées tout le temps. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi modifier le contenu des articles ou ça, ce n'est pas possible? Le PDF, vous dites? Oui. Donc non, justement, il faut faire bien attention de mettre la bonne version parce qu'après c'est compliqué. Disons, techniquement c'est possible, mais nous on a on a un accord avec la Bibliothèque nationale, comme quoi si on donne un identifiant pérenne, donc on pérennise le PDF, après il ne faudrait pas le changer parce que sinon c'est plus pérenne. Donc c'est vraiment, il y a quelques cas de figure qui justifient ça, mais ce n'est pas juste parce qu'il y avait une virgule de trop, disons, qu'on va le faire. Mais par exemple, si vous pensez aux versions, parce que parfois il y a des gens qui pensent à mettre une version préprint peut-être. Donc, dans cette version de Serval, ce n'est pas possible. Dans la prochaine, peut-être, ça sera possible d'avoir des versions. Oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, je conseille d'émettre vraiment la dernière version et celle qui est la plus amplement diffusable, partagée. D'accord. Et ma deuxième question est un petit peu liée. Je suis en train, par exemple, là, de faire un projet Excellenza pour le FNS, mais a priori, mon institution d'accueil ne serait pas l'UNIL. Mais quand je vois tous les outils merveilleux que vous développez pour les DMP, je me demande si je peux quand même vous demander de l'aide pour le faire ou si il vaut mieux que je me débrouille avec l'autre institution. Vous avez l'air tellement chaleureusement aidant sur cette question que j'aimerais bien vous demander des conseils, mais je comprendrais que ce ne soit pas possible d'aider dans ce cas. Donc, est-ce que, par exemple, David, je peux m'adresser à vous pour le DMP de mon projet ou ça pose problème? Je dirais que ce n'est pas moi de prendre cette décision, c'est-à-dire que c'est une décision institutionnelle. Moi, je peux le faire du bon cœur, mais disons à titre purement individuel, mais je pense que c'est clairement à l'institution de prendre une position par rapport à ce choix. Est-ce que ça appartient à l'institution qui vous héberge, qui va vous héberger, ou bien ça reste encore de... Alors ça, je laisse la parole à... Mais parce qu'en fait, le DMP dépend de l'institution, c'est ça? Non. Ah non. Philippe, il veut prendre la parole peut-être... Peut-être juste, oui, c'est une question qui s'est posée déjà dans quelques cas. C'est un peu compliqué, bien sûr, parce que c'est des collègues et on veut bien sûr aider. Donc là, en fait, je distingue un peu souvent deux éléments. Pour des conseils généraux, je pense qu'on peut quand même être là, évidemment, et puis essayer de répondre aux questions générales. Pour les choses spécifiques, le DMP va quand même aussi dépendre de l'institution d'accueil, parce qu'il s'agira quand même de réfléchir à la manière dont vous utilisez les outils mis à disposition. Alors, certains d'entre eux sont peut-être généraux. Il y a cet outil qui se met en place au niveau suisse, mais d'autres seront offerts par l'institution d'accueil. Donc, c'est important quand même de regarder quel est le contexte, le périmètre, en fait, qui vous accueillera pour proposer un DMP qui soit adapté, localisé, disons. Il y a quand même si tout cela est très dématérialisé, c'est quand même localisé. L'institution d'accueil a évidemment un impact sur la manière sur les outils à disposition, etc. Donc, je dirais, pour les questions générales, les principes, etc., ça, bien sûr, on peut répondre. Mais après, il s'agit quand même de prendre contact, effectivement, avec les services de soutien à la recherche. Il y en a sans doute un, pour regarder, en fait, voilà, quels sont les éléments spécifiques, en fait, sur les outils, sur la manière de localiser tout ça. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Oui, et peut-être juste ajouter un élément dans le cadre des projets Excellenza. Donc, vous allez de toute façon
utiliser la plateforme MySNF pour faire votre DMP. Donc voilà, c'était juste pour préciser l'outil dans lequel vous devrez faire votre DMP. Ce sera directement dans MySNF, ça, effectivement. Mais comme ça avait l'air quand même très compliqué, oui. j'aurais aimé bénéficier. Alors, il y a aussi toujours l'équipe aussi du FNS pour les questions générales, mais c'est vrai que comme il y a un certain nombre d'éléments spécifiques, comme l'a dit Philippe, d'infrastructures existantes en termes de stockage, sécurité des données ou même dépôt, qui sont très liés à l'institution dans laquelle vous serez. Là, c'est peut-être plus effectivement l'équipe de l'université qui pourra vous renseigner. D'accord. Merci. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que sur le site Open Science, le volet Open Research Data, vous trouvez un certain nombre d'éléments déjà qui précisent de manière générale quelles sont les informations à décrire dans le plan de gestion des données ou des bonnes pratiques de gestion de manière générale. D'accord, merci. J'aurais une question un peu basique, si je puis me permettre. C'est bon, je peux y aller? Oui, oui, allez-y. Alors, ça concerne une publication d'un article qui est déjà sorti dans une revue sur abonnement chez Brepols. En leur posant la question si je peux le publier, notamment le mettre sur Academia, ils m'ont répondu négativement, mais ils m'ont précisé qu'ils m'encouragent à publier en Gold Open Access ou en version green, etc. Mais comment peut-on le faire a posteriori, puisque la revue a déjà été publiée en édition papier? Est-ce qu'on peut le faire et comment on peut le faire? Est-ce qu'on a intérêt? J'avoue ne pas tout comprendre. Est-ce que c'est une revue qui est exclusivement papier ou il y a aussi une version numérique? Celle-ci, elle est exclusivement papier. D'accord. Donc le Gold, je le vois difficile parce que le Gold, c'est exclusivement, disons, c'est le partage immédiat d'une version numérique. Donc, disons, si c'est juste papier, le Gold voudrait dire qu'on enverrait des exemplaires papier gratuitement à tout le monde, ce qui n'est pas vraiment faisable. Donc, ça m'étonne qu'il vous ait proposé de faire ça. Par contre, la voie verte, c'est tout à fait possible si vous avez quand même un exemplaire numérique de l'article. Oui, oui. Donc, dans ce cas-là, il faudrait juste leur demander s'il y a une période d'embargo qu'il faut respecter. Oui. Et s'il y en a une, il faut juste le mettre dans Serval et puis déposer le PDF dans Serval et puis spécifier la date d'embargo, de fin d'embargo. Et puis, cette publication sera ouverte après la fin de la date. Et ça, c'est la voie verte. C'est la voie verte. Tout à fait possible. D'accord. Ouais. Merci. Oui. Carmen, je crois que moi, j'ai aussi une question pour toi, mais cette fois, en tant que chercheur et pourquoi pas aussi en tant que consultant. Par rapport à ce Swiss Ubase, qui va être apparemment un peu le point central pour les données de recherche. Dans quelle mesure, en fait, ça sera un dépôt de données statique? Je veux dire avec ça, est-ce qu'on pourra quand même interagir avec ces données et dans quelle façon? Et si la façon d'interagir est seulement le fait de pouvoir les télécharger ou alors on peut vraiment les utiliser online comme par exemple, j'en sais rien, j'ai besoin d'un jeu de données, d'un dataset un peu plus large, je vais créer une application, ou je sais rien, un API qui va interroger la base. Et voilà, est-ce que ça sera interrogeable? Est-ce qu'on pourra interagir d'une façon ou c'est juste vraiment purement un dépôt on met les données et puis on les télécharge à Zenodo? Quoique avec Zenodo, on peut interagir même avec des API. Mais oui, alors ça, au niveau API, je peux pas, ce serait plutôt l'équipe de Swiss Ubase qui pourrait répondre exactement qu'est-ce qui sera possible de faire. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir à la fois un dépôt donc quand même interopérable. Donc j'imagine qu'il sera possible de faire des liens ou voilà, lancer des programmes pour aller récupérer les données. Mais comme c'est un dépôt dont la finalité, c'est quand même l'archivage et la conservation à long terme, c'est-à-dire que c'est quand même la logique de Zenodo avec les DOI, on ne peut pas changer ou Serval, on ne pourra pas changer, modifier les données en live. Voilà, c'est plus l'idée d'avoir un dépôt
ou vraiment, une fois que les données sont version finale, on les archive mais par contre, il y aura quand même un certain nombre d'interopérabilisations, je ne sais pas si on dit ça comme ça, possible. Donc, ça sera plutôt pour des questions d'interopérabilité, je ne sais pas, on va dire ça. Oui. Ça serait plutôt d'aller vers la DSSR éventuellement, parce qu'eux, ils sont plus, et bien, M. Fabretti peut-être, dans le sens que, est-ce qu'on peut dire que le Swiss Ubase, ça sera l'archivage, le dépôt un peu plus statique, alors si on a besoin d'interagir vraiment de façon dynamique avec les données durant et pendant la recherche, on va exploiter un peu plus la possibilité de ce terabyte gratuit chez la DSSR? Je ne sais pas. C'est aussi important de savoir, pas seulement pour moi, mais aussi pour des collègues qui éventuellement me poseraient la question. Oui, oui. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si peut-être Gérard en sait davantage, mais au niveau de… Parce qu'il y a en tout cas Switch qui est aussi impliqué dans le projet national, donc qui fournira tout ce qui est infrastructure de stockage, notamment. Donc, il y aura la partie… L'idée, c'est d'avoir en fait d'entrer dans la plateforme et puis de documenter son projet de recherche, les collaborations, etc., d'avoir un espace où on peut à la fois déposer des données, puis ensuite définir quand elles sont archivables. À archiver. Donc, je ne sais pas, cette partie intermédiaire encore, j'ai pas plus d'informations sur comment elle sera, c'est-à-dire que si les données vivantes seront vivantes jusqu'au moment où elles seront archivées, ou si elles pourront être toujours vivantes après qu'elles aient été archivées. Je vais me renseigner, ça c'est… Parce que Juste pour j'imagine qu'en préciser, c'est parallèle… vrai qu'il n'y aura pas la possibilité d'interagir de façon live, comme tu dis, David, par rapport à ces données. L'idée, c'est vraiment d'avoir un dépôt qui permet, comme l'a dit Carmen, l'archivage et aussi le partage, comme on fait avec Serval, de donner une visibilité aux différents sets de données. Après, tous les sets de données pourront être téléchargés si l'auteur a décidé qu'ils soient téléchargeables. Puis du coup, à partir de là, les données pourraient être mises dans soit des fichiers Excel, soit dans d'autres types de bases pour être retravaillées et puis générer des nouveaux sets de données. Okay. Mais vraiment, le Swiss Ubase fonctionne et fonctionnera un peu comme l'outil Zenodo, sauf que ce qu'il faut préciser, c'est que vraiment, l'idée, c'est qu'il y a une approche généraliste, c'est-à-dire que tout type de données peut être mis sur Swiss Ubase, mais aussi qu'il y aura une approche très proche des différents domaines de recherche. C'est-à-dire qu'il y aura des sets de métadonnées liés au domaine de recherche. Alors, le premier set de métadonnées sur lequel on a travaillé, c'est avec les linguistes. Donc, il y a vraiment une capacité de l'outil de disposer de sets de métadonnées propres aux différents domaines de recherche, ce que n'offrent pas des outils comme Zenodo ou d'autres outils. C'est-à-dire qu'on aura quelque chose de vraiment très fait un peu sur mesure pour pouvoir décrire de façon plus précise les différents sets de métadonnées. Ok, merci. Oui, donc c'est vraiment pas un environnement virtuel de recherche, l'idée du dépôt. C'est vraiment la phase finale, archivage et pérennisation. Du coup, si j'ai un collègue qui vient envers moi en me disant Monsieur, j'ai besoin de faire un catalogue, je peux interroger typiquement pour des œuvres d'art plutôt que des manuscrits, des choses comme ça, je dirais que s'il y a de l'interaction à faire, ça ne sera pas vraiment vers Swiss Ubase qu'il faut y aller. Non, ce serait l'étape finale, Swiss Ubase. Pendant la recherche, le catalogue, ce serait soit plutôt Catima ou alors Dash, Marion Laplatec. Okay. Voilà. Okay, et puis à la phase finale, une fois que le catalogue est considéré comme plus exploitable, c'est plutôt Swiss Ubase. Ok, merci. Merci. Peut-être j'aurais une question, si je peux. Très rapide, en fait, pour Roberto. Pour simplement, en fait, être bien sûr que j'ai compris correctement,
C'est juste donc à présent la demande, la procédure de demande qui a été démontrée auprès de la DCSR remplace donc ce qui pouvait se faire jusqu'à présent auprès du centre informatique quand on demandait par exemple un espace sur un NAS pour une recherche. Donc à présent, en fait, ce genre de demande se fait auprès de la DCSR. Oui, bien. c'est ça. Parfait, voilà. Comme ça, tout le monde est aussi, comme ça, nous conseillons efficacement à tout le monde. Donc, Il y a une petite incertitude par rapport à ce qui est machine virtuelle pour la recherche. Donc, nous, on hébergera les machines, disons, qui fournissent de la performance et les machines plutôt administratives seront plutôt hébergées au CI comme précédemment. D'accord, merci. Madame Oui. Ostrero, oui. Bonjour, j'aurais peut-être une petite question. Alors, j'ai bien entendu l'obligation maintenant de créer les notices sur Serval et de déposer les publications. Est-ce que c'est rétrospectif? Et puis, vous nous conseillez d'aller jusqu'où? Parce qu'on a des publications, enfin, j'ai des publications d'une trentaine d'années, donc il faut retrouver, ou certaines fois, c'est faire des photocopies. Voilà, on n'a pas de PDF. Donc, comment est-ce que vous nous conseillez de procéder par rapport à ça? Donc, non, ce n'est pas rétroactif. Donc, l'obligation commence à partir du 1er juillet 2020. Donc, ce n'est pas obligatoire de déposer sur tout le PDF pour les anciennes publications, justement parce que c'est difficile après de retrouver parfois la bonne version du manuscrit. Et pour les ouvrages qui datent, comme vous le dites, de plusieurs décennies, c'est assez compliqué puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, les contrats d'édition qui étaient signés ne parlaient pas spécifiquement des droits de diffusion sur Internet, par exemple. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Si vous me dites que c'est des livres, surtout qui datent de 20 ou 30 ans, ça, il faut vraiment voir avec la maison d'édition. Malheureusement, c'est l'éditeur qui a les droits. Donc, on ne peut pas le partager librement dans Serval sans leur accord. Il n'y a même pas, disons, parfois le droit d'auteur périme, non? Mais ça, c'est suite à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, on n'espère pas, disons, je ne vous souhaite rien voilà, de négatif. Donc, on ne peut pas dire, même si 20 ou 30 ans se sont écoulés, qu'on a maintenant le droit de partager. Donc, c'est vraiment au cas par cas à voir avec l'éditeur. Parfois, c'est des revues qui n'existent plus. Donc, dans ce cas de figure, s'il n'y a plus de maison d'édition, là, c'est vraiment... on peut le faire, je dis, hein, si c'est des articles qui datent de 30 ans et puis qu'il n'y a même pas la revue qui existe, il n'y a même pas la maison d'édition, ce n'est pas un risque extrêmement élevé. Mais sinon, c'est vraiment à voir avec les maisons d'édition. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour le dépôt, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter ou vos points de contact à la faculté de lettres. D'accord, merci beaucoup. Je me permets encore juste une petite question. On reçoit des demandes via Serval de tirer à part, mais souvent, les personnes, en fait, demandent un tiré à part alors qu'il s'agit d'une monographie. Donc, j'ai créé la notice, il y a une monographie. Alors, bien sûr que là, je peux pas la donner. Autrement, je le fais volontiers si j'ai une version du PDF. Alors, est-ce qu'il y aurait une possibilité je sais pas, de différencier ça dans ce Serval pour que le public n'ait pas la possibilité de demander des monographies? D'un livre complet, vous dites, d'un Oui. ouvrage long. Oui, je pense que c'est possible. Je peux le parler avec le centre informatique pour voir si c'est possible de limiter, de cacher ce bouton pour les cas pour les types livres, disons. Parce qu'il faut vraiment viser un type ou un sous-type de publication. Sinon, c'est difficile de dire au cas par cas quand est-ce que le bouton s'affiche ou pas. Mais si vous êtes, je pense que vous avez raison parce qu'on ne peut pas partager le livre entier. Donc, oui, je peux le demander au CI. Donc, attendez. Bouton tiré à part. OK. Je vais juste regarder un petit peu combien de fois c'est demandé justement parce qu'on peut voir combien de fois ça a été cliqué, disons, ce type de bouton pour les livres.
et voir s'il y a eu des fichiers qui ont été envoyés ou pas après. Mais oui, merci, je prends note. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Je ne vois pas de main levée. Vraiment pas. Très bien, ben, merci beaucoup de nous avoir accueillis à la Faculté des Lettres et on se verra, j'espère, bientôt, peut-être face à face même. Et voilà, on vous souhaite une excellente journée. Oui, Bonne merci journée à tous. à Merci tout le monde. beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.